Imaginez que la personne qui vous a juré protection devienne celle qui tente de vous détruire publiquement. Et si la preuve qui vous innocente exposait un secret de famille vieux de plusieurs années, et si l'enfant qu'ils ont qualifié d'erreur était le seul témoin? Restez jusqu'à la fin, car la raison pour laquelle il a demandé le divorce la veille de Noël n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Lorsque j'ouvrirai mon dossier de preuves, tous les visages dans la pièce pâliront. Je m'appelle Éléonore Dubois, j'ai 32 ans et je suis architecte d'intérieur. Je travaille quotidiennement avec les espaces, les volumes, les flux et l'harmonie, des principes d'équilibre que je m'efforce d'appliquer dans ma vie personnelle. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer au moment où les fondations de ma propre vie se sont effondrées, non pas sous le poids de la matière, mais sous celui des mensonges et de la trahison. C'était la veille de Noël, un 24 décembre glacial à Honfleur en Normandie, une ville portuaire où les maisons à colombages et les ciels changeants peignent un tableau d'une beauté mélancolique. La neige tombait en flocons épais et silencieux, étouffant le bruit de mes pneus sur le long chemin sinueux menant à la demeure de mes beaux-parents, le manoir des Glycines. J'ai jeté un œil à l'horloge du tableau de bord. J'étais exactement 40 minutes en avance. D'habitude, arriver en avance au manoir des Glycines était une erreur regrettable. Ma belle-mère, Colette, maniaque de la perfection, serait encore en train d'arranger frénétiquement la crèche en porcelaine terrifiante et parfaite sur la cheminée, ou de superviser les dernières touches d'un dîner préparé avec une précision chirurgicale. Mais ce soir-là, peu m'importait sa rigidité. J'avais roulé près de 500 km depuis Paris, le cœur lourd et un secret brûlant, non pas dans la poche de mon manteau de laine, mais littéralement collé à ma peau, une vérité pressante contre mes côtes. J'ai coupé le moteur et suis resté assise un instant, le silence de la voiture pesant sur mes oreilles comme un linceul. Ma main a glissé vers ma poche intérieure, mes doigts effleurant le velours écrasé d'une petite boîte à bijoux bleu marine, un écrin précieux pour ce qu'elle contenait. À l'intérieur, niché là où des boucles d'oreilles en diamant ou un collier coûteux reposeraient habituellement, se trouvaient 3 bâtonnets en plastique, 3 tests de grossesse positifs. Après 2 ans de traitements infructueux, d'innombrables résultats négatifs et un chagrin qui résonnait comme une douleur sourde et constante dans mes os, l'impensable s'était produit. C'était arrivé naturellement, miraculeusement, alors que j'avais pratiquement abandonné tout espoir. J'avais conçu pendant mon séjour sur le projet de rénovation audacieuse des bâtiments haussmanniens. Un chantier colossal au cœur de la capitale, une œuvre qui exigeait toute mon énergie et ma concentration. J'avais imaginé ce moment de révélation 1000 fois durant le long trajet depuis Paris, chaque virage sur l'autoroute A13 me rapprochant de cette scène fantasmée. J'entrerais, trouverais un moment propice, prendrais mon mari, Arnaud, à part, peut-être sous le gui festif qu'il adorait accrocher, ou discrètement dans un coin tranquille de la cuisine, loin des regards curieux. Je lui tendrais la boîte, mes mains tremblantes d'anticipation et d'un amour si grand qu'il en devenait presque douloureux. Je regarderais la confusion initiale sur son visage se transformer lentement en une compréhension déchirante, puis en l'explosion de joie pure que nous avions tous deux cessé de croire possible. Ses yeux s'illumineraient, un sourire sincère étirerait ses lèvres, et il me serrerait dans ses bras, les larmes de bonheur se mêlant aux miennes. Avant que je ne continue avec le récit de cette nuit glaçante, une nuit qui a pulvérisé toutes mes certitudes et changé à jamais le cours de ma vie, je vous invite à laisser un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que ces histoires, aussi brutales et complexes soient-elles, puissent trouver leur public, résonner avec ceux qui en ont besoin et éclairer les méandres de la psychologie humaine. Votre engagement aide à construire une communauté où la vérité, même la plus difficile, peut être partagée et discutée sans phare. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, car chaque perspective enrichit le dialogue. Revenons à cette veille de Noël, qui était censée être le point culminant de notre histoire d'amour, le début d'un nouveau chapitre. J'ai saisi la pile de cadeaux emballés du siège passager
les équilibrant précairement contre ma poitrine, le papier décoratif qui ne signifiait plus rien sous mes doigts. Puis, je suis sorti dans le froid mordant de la nuit normande. L'air, piquant et pur, sentait le feu de bois crépitant dans les cheminées voisines et la neige imminente, une odeur qui autrefois évoquait la chaleur et le réconfort familial. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir doucement la lourde porte d'entrée en chêne, équilibrée tant bien que mal les présents, et suis entré dans le hall. La maison était agressivement chaude, presque étouffante, et sentait intensément les bâtons de cannelle sucrés et la dinde rôtie, une combinaison qui ce soir-là me donna la nausée. C'était l'odeur de la sécurité feinte. C'était l'odeur superficielle d'une famille que je pensais connaître. J'ai retiré mes bottes, les laissant soigneusement sur le tapis en caoutchouc devant l'entrée, un geste automatique. Et j'ai avancé en chaussettes sur le parquet ancien, le bois craquant légèrement sous mes pas, trahissant ma présence silencieuse. La télévision était allumée dans le salon principal, le bourdonnement discret d'un match de football servant de bruit de fond à l'ambiance festive forcée. Mais les vraies voix, les voix qui ont scellé mon destin, venaient de la cuisine, au bout du long couloir à ma gauche. J'étais à mi-chemin de ce couloir étroit, un sourire candide déjà formé sur mes lèvres, prêt à annoncer la plus belle nouvelle de notre vie quand j'ai entendu mon prénom. Éléonore. C'est le ton qui m'a arrêté net, figeant le sang dans mes veines. Il n'était pas affectueux, il n'était même pas décontracté, ni même joyeux, comme je l'avais tant espéré. C'était un son que je n'avais jamais entendu sortir de la bouche de mon mari en 5 ans de mariage, pas même dans nos disputes les plus virulentes. C'était un ricanement bas et amer, dégoulinant d'un poison si rance et si puissant qu'il a fait vaciller mes pas, me coupant le souffle. J'ai figé sur place, mon corps s'immobilisant comme pétrifié. L'instinct, vif et soudain, comme une alarme retentissant dans mon esprit, m'a dit de me plaquer, de me fondre contre le mur juste à l'extérieur de l'arche où la lumière vive de la cuisine se répandait sur les planches du plancher, illuminant ma sidération. Elle est visiblement enceinte. « Maman !» a dit Arnaud ensuite. Sa voix tremblait, oui, mais pas d'excitation joyeuse. Elle tremblait d'une rage froide et contenue qui me glaçait jusqu'à l'âme. « Et que les choses soient claires !» a-t-il ajouté, chaque mot un coup de poignard. « Ce n'est pas le mien !» Elle tremblait, hésitante, déchirée entre la façade et une réalité qu'elle ne voulait pas croire. Éléonore a tellement désiré cela pendant si longtemps. Peut-être... Stop! Arnaud l'a coupé, le mot claquant comme un fouet, la violence dans ce simple monosyllabe me faisant tressaillir, me faisant reculer d'un infime mais significatif pas. Ne la défends pas. J'ai la preuve. J'ai suivi les transactions sur notre compte joint. Elle pensait que je ne regardais pas. 3 débits distincts vers la clinique de la Source, à Paris. Un frais d'échographie prénatale d'il y a 2 jours à peine. Elle se faufile depuis des semaines, maman. Mon estomac s'est noué. Une sensation physique de chute libre, comme si je tombais dans une cage d'ascenseur sans fond. Il avait vu les débits, bien sûr qu'il avait vu les débits. Nous partagions tout, depuis 5 ans. J'avais utilisé la carte jointe parce que je n'avais rien à cacher, parce que je préparais une surprise, la plus belle des surprises, parce que je voulais qu'il voie l'historique financier de notre miracle lorsque je lui expliquerais tout, chaque dépense, chaque consultation, comme des étapes vers sa paternité. Mais il avait tout tordu, tout transformé. Elle couche avec son patron, a continué Arnaud, sa voix gagnant une assurance terrifiante, une dynamique implacable. Olivier Morel, cet architecte lisse qu'elle vénère tant. Elle passe 12 heures par jour dans ce studio. Des nuits tardives, des visites de chantier le week-end, et maintenant, elle est enceinte. L'air me manquait. Olivier Morel avait 60 ans. Il était heureux en ménage avec sa femme, Sylvie, une professeure de yoga douce qui m'envoyait des gâteaux aux céréales faits maison. Il me traitait comme la fille qu'il n'avait jamais eue, avec une tendresse paternelle. L'idée était si absurde, si vile, si grotesque, que j'ai failli éclater de rire, un rire hystérique. Mais le rire est mort dans ma gorge, tandis qu'Arnaud poursuivait son monologue empoisonné. « J'ai déjà parlé à Maître Dubois ce matin », a dit Arnaud, le nom de l'avocat de la famille planant dans l'air comme de la fumée toxique.
Maître Dubois m'a dit que nous la tenons par le cou. La clause d'infidélité de notre contrat de mariage est en béton armé. Si je prouve qu'elle m'a trompé, elle n'obtient rien. Pas de pension alimentaire, aucune revendication sur la maison, rien. As-tu déposé la demande, Arnaud? C'est mon beau-père, Michel, qui a parlé pour la première fois. Sa voix, étrangement, n'était pas choquée. Elle était grave, satisfaite. La voix d'un homme qui clôturait une affaire commerciale juteuse. Bien, tu dois protéger les biens de la famille. Arnaud, tu as bien fait. J'ai déposé le dossier ce matin, a confirmé Arnaud. Les papiers sont déjà rédigés. Maître Dubois a même arrangé un huissier. Il sera là à 19h30 ce soir. J'ai baissé les yeux vers ma montre. Il était 18h50. Ici. Colette a murmuré, sa voix à peine audible. Arnaud, la veille de Noël, devant tout le monde, surtout devant tout le monde, a rétorqué Arnaud. La cruauté dans sa voix a transformé mon sang en glace, le gelant dans mes veines. Si nous le faisons en privé, elle va manipuler l'histoire. Elle va pleurer. Elle va victimiser. Je veux qu'elle soit signifiée en présence de Romain et Sophie. Je veux que toute la famille voie son visage quand elle réalisera qu'elle ne peut pas s'en sortir par le mensonge. Je veux qu'elle soit humiliée. Maman, c'est le moins qu'elle mérite pour avoir essayé de faire passer le bâtard d'un autre homme pour un beau mont. La petite boîte de velours dans ma poche a soudainement pesé 100 kilos. Elle appuyait contre mes côtes, un rappel physique de la vérité qui était actuellement tordue en une arme destinée à me détruire. Chaque détail qu'il citait était réel. Mon épuisement, mes nuits tardives à travailler sur le remaniement des intérieurs, les rendez-vous à la clinique, mais le récit qu'il avait tissé autour d'eux était un cauchemar que je ne reconnaissais pas. Une distorsion grotesque de la réalité. Je voulais faire irruption dans cette cuisine. Je voulais crier sa folie. Je voulais jeter les tests de grossesse sur l'îlot central et exiger qu'il regarde les dates, qu'il regarde la joie et l'amour dans mes yeux. Mais je me suis arrêté. Si j'entrais là-dedans maintenant, en pleurant et en hurlant, j'aurais l'air exactement de la femme hystérique et coupable qu'il avait déjà dépeinte. Il avait l'avantage du terrain. Il avait ses parents, ses marionnettistes et sa cour. Il avait un avocat, un huissier qui allait arriver dans 40 minutes pour me piéger. Si j'entrais là-dedans maintenant, je perdrais. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Mais mon esprit, entraîné à analyser les faiblesses structurelles et les points de rupture, est soudainement devenu froid et immobile. Il fallait stabiliser la structure avant de pouvoir la réparer. Ou peut-être fallait-il la laisser s'effondrer pour la reconstruire à mes propres conditions. Mes doigts se sont mis en mouvement automatique. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, assombri l'écran dans l'obscurité du couloir et tapé un message à Arnaud. Vol retardé. J'aurai environ 45 minutes de retard. La neige est terrible en sortant de la ville. Commencez sans moi. Je t'aime. J'ai appuyé sur envoyer. 3 secondes plus tard, j'ai entendu son téléphone sonner, clairement audible sur le comptoir en granit de la cuisine. « Quand on parle du loup », a murmuré Arnaud. J'ai retenu mon souffle, chaque muscle tendu. « Elle dit qu'elle est retardée », a dit Arnaud. Et puis il a laissé échapper un bref reniflement dégoûté, comme s'il crachait quelque chose de sale de sa bouche. Encore un mensonge. Elle est probablement en train de supprimer frénétiquement les messages de son amant avant d'entrer. Laisse-la prendre son temps, l'huissier sera là à l'attendre. Agissez normalement quand elle arrivera, a instruit Michel, sa voix dure et autoritaire. Ne la mettez pas au courant. Je ne peux même pas la regarder, a dit Arnaud. Cela m'a brisé. Ce fut la rupture structurelle, la poutre qui a cédé sous le poids insupportable de son jugement. Je ne suis pas entré dans la cuisine. Je n'ai pas annoncé ma présence. Je me suis retourné, mes chaussettes glissant silencieusement sur les boiseries anciennes, et j'ai marché vers la porte d'entrée. J'ai placé la pile de cadeaux que je portais, le pull en cachemire pour Colette, le whisky millésimé pour Michel, la montre pour Arnaud, sur la console du hall. J'ai remis mes pieds dans mes bottes, sans prendre la peine de les lasser entièrement. J'ai ouvert la porte d'entrée, l'air froid frappant mon visage rougi comme une gifle.
je suis sorti dans la neige, laissant une nouvelle série d'empreintes de bottes à côté de celles que j'avais faites en entrant. Je suis retourné dans ma voiture, mes mains tremblant si fort qu'il m'a fallu 2 tentatives pour mettre la clé dans le contact. Alors que je reculais sur l'allée, laissant derrière moi la maison chaude et parfumée à la cannelle, et le mari qui attendait avec impatience mon exécution publique, une pensée martelait ma tête plus fort que le moteur, plus fort que le chagrin. Pensais-tu avoir écrit la fin de cette histoire, Arnaud? Pensais-tu être le héros démasquant la méchante? J'ai touché la boîte de velours dans ma poche une dernière fois. Tu n'écriras pas cette histoire seule. J'ai tourné sur la route principale et j'ai conduit dans l'obscurité, vers l'inconnu, mais avec une nouvelle détermination, une froide colère qui commençait juste à prendre forme. Pour comprendre comment j'avais pu me retrouver debout dans la neige, devant la maison de mes beaux-parents, ma vie en lambeaux, il fallait remonter 6 semaines plus tôt. Il fallait retourner dans les rues balayées par le vent de Paris et le squelette d'acier du projet de rénovation des bâtiments haussmanniens. Ce projet était censé être mon opus magnum. Le projet des bâtiments haussmanniens, mon opus magnum, comme je l'appelais, était une rénovation sismique et une restauration massive d'un immeuble historique au cœur de Paris. Un budget de 40 millions d'euros, une complexité technique qui faisait saliver tout architecte d'intérieur avide de défis. J'avais lutté de toutes mes forces pour obtenir le rôle d'architecte principal, rivalisant avec des noms prestigieux de la capitale. Quand j'ai finalement décroché le poste, j'ai fait mes valises pour une résidence de 2 mois, exigée par la nature intensive du chantier, convaincu que ce travail allait enfin m'apporter une satisfaction profonde, me faire me sentir entière comme jamais auparavant. Au sein du cabinet L'Atelier Urbain, une boutique renommée gérant la conception et la direction artistique, je rapportais directement à Olivier Morel. Si seulement Arnaud avait pris la peine de rencontrer Olivier ou même de faire une simple recherche sur LinkedIn, il aurait vu un homme qui ne ressemblait en rien à un briseur de ménage. Olivier avait 62 ans, avec des cheveux gris clairsemés, d'épaisses lunettes posées sur le bout de son nez et une voix qui ne s'élevait jamais au-dessus d'un murmure de bibliothèque, comme s'il craignait de déranger le silence sacré des plans et des croquis. Il me traitait avec une gentillesse protectrice, légèrement fussée, celle d'un oncle préféré ou d'un mentor bienveillant. Il était aussi obsessionnellement et bruyamment amoureux de sa femme Sylvie, affichant une dévotion touchante. Sylvie était une professeure de yoga qui envoyait régulièrement des colis de muffins sans gluten au bureau, toujours fait maison, et appelait Olivier tous les jours à midi en visioconférence, juste pour lui montrer leur Golden Retriever somnolent. « Rentrez chez vous, Éléonore », me disait Olivier, tapant sa montre d'un air amusé quand il était 19h passé et que j'étais encore penché sur des schémas. Le bâtiment a tenu 80 ans. Il tiendra bien une nuit de plus. Sylvie dit que vous avez besoin de repos. Je riais et rangeais mon sac, reconnaissante de sa gentillesse discrète et de cette marque d'attention paternelle. Mais même avec Olivier me chassant du bureau, l'épuisement était lourd. Il se sentait différent de la fatigue habituelle de projet, celle que je connaissais après des semaines intenses. Il s'installait dans ma moelle, une lassitude profonde et lancinante. Dès la 2e semaine, mon corps a commencé à se révolter de manières étranges et terrifiantes, des signes que je ne parvenais pas encore à interpréter. Un mardi matin, je suis entré dans la salle de pause, et l'odeur du café fraîchement infusé, une odeur que j'adorais habituellement, m'a frappé comme une arme chimique, acide et insupportable. J'ai eu des hauts-le-cœur violents, laissant tomber mon porte-documents sur la table, avec un bruit sourd, et me précipitant vers la salle de bain pour m'asperger le visage d'eau froide, espérant chasser cette nausée subite. Je me suis regardé dans le miroir, pâle et tremblante, mon teint verdâtre. J'ai blâmé les sushis douteux que j'avais mangés la veille au soir, essayant de trouver une explication rationnelle à ce malaise inattendu. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé à pleurer sans retenue dans mon appartement temporaire, assise par terre, à cause d'une publicité télévisée particulièrement mièvre et larmoyante sur un chien qui s'était séparé de la valise de son propriétaire à l'aéroport. J'étais assise par terre,
sanglotant de manière incontrôlable, me demandant sérieusement si je faisais une dépression nerveuse, si le stress du projet et la solitude de Paris ne finissaient pas par avoir raison de ma santé mentale. Le point de rupture est survenu lors d'une inspection de site particulièrement délicate. Je marchais le long d'une passerelle branlante au 14e étage de l'immeuble, attaché et sécurisé par un harnais, examinant un joint riveté qui nécessitait un renforcement urgent. Soudain, le monde s'est rétréci à un point infime, comme si tout autour de moi se dissolvait. Les bruits assourdissants des marteaux-piqueurs et le sifflement du vent venant de la Seine se sont estompés en un bourdonnement aigu, insupportable. Mes genoux ont fléchi, menaçant de me faire tomber. J'ai attrapé désespérément la main courante rouillée, mes jointures blanchissant sous la pression, et j'ai respiré profondément à travers la vague soudaine de vertige, jusqu'à ce que l'horizon cesse de tourner follement. Le stress, me suis-je dit, tentant de me rassurer, une litanie mentale. Ce n'est que du stress, et 70 heures de travail par semaine, c'est normal d'être épuisé. Mais ensuite, j'ai vérifié mon calendrier sur mon téléphone et la réalisation m'a frappé plus fort qu'une poutre d'acier tombant du ciel. J'étais en retard, pas juste un jour ou deux de retard, mais une semaine entière. Je ne me suis pas autorisé à espérer. Je ne pouvais pas. Nous avions passé 2 ans sur les montagnes russes émotionnelles de la fertilité. Des injections de clomide douloureuses, des rapports sexuels chronométrés et calculés, le chagrin mensuel et lancinant d'une seule ligne rose sur le test, chaque fois. Notre spécialiste en Normandie, le docteur Moreau, nous avait regardé droit dans les yeux 6 mois auparavant et avait suggéré gentiment, avec une compassion feinte, que la conception naturelle était une impossibilité statistique. Moins de 1% de chance, avait-il dit, son regard empreint d'une pitié que je détestais. Pourtant, je me suis retrouvé à marcher d'un pas hésitant vers une pharmacie à 3 pâtés de maison du bureau, terrifié que quelqu'un me voie, que mon secret ne soit révélé avant même que je puisse le comprendre moi-même. J'ai acheté une boîte de tests de grossesse, mon cœur battant la chamade. Puis, paranoïaque que la caissière ne me juge ou que mes intentions ne soient trop évidentes, j'ai marché 4 pâtés de maison supplémentaires jusqu'à une autre pharmacie et j'ai acheté une marque différente. Puis une 3e boîte dans un autre quartier pour être absolument certaine. De retour dans mon appartement temporaire, mes mains tremblantes, j'ai aligné les 3 tests de grossesse sur le comptoir blanc de la salle de bain. J'ai attendu les 3 minutes nécessaires, une éternité insoutenable. Arpentant le petit tapis de bain usé, mon cœur battant un rythme effréné, presque douloureux, contre mes côtes, ma respiration se faisant courte et saccadée. Positif, 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 les 3. Je me suis effondré sur le bord de la baignoire froide et je les ai fixés, ces minuscules bâtonnets de plastique, jusqu'à ce que ma vision se trouble à travers les larmes qui montaient. J'ai touché les petites fenêtres en plastique, m'attendant à moitié à ce que les lignes disparaissent sous mes doigts, que tout ne soit qu'un mirage. Mais elles sont restées. Nous y étions parvenus contre toutes les statistiques, contre toute attente, contre le stress écrasant du travail, contre les probabilités scientifiques. Mon corps avait fait la seule chose pour laquelle je pensais qu'il était défaillant, inapte. Le lendemain matin, j'ai appelé la clinique de la source. Je n'ai pas utilisé de faux noms. Je n'ai pas payé en espèces. Je n'avais rien à cacher. Je leur ai donné ma carte d'assurance et j'ai sorti la carte de crédit jointe que je partageais avec Arnaud pour payer ma quote-part, les frais non remboursés. Pourquoi me cacher? C'était notre argent, c'était notre bébé, c'était notre miracle. Vous êtes enceinte d'environ 8 semaines, m'a dit le médecin plus tard dans la semaine, une douce voix, pointant du doigt une petite forme flottante et irréelle sur l'écran granuleux en noir et blanc de l'échographe. Un battement de cœur fort. Tout semble parfaitement sain. 8 semaines. Cela signifiait que la conception avait eu lieu juste avant mon départ pour Paris. Le cœur battant d'une joie inouïe, je suis sorti de cette clinique dans le vent mordant de Paris, le froid ne me touchant guère, serrant la photo de l'échographie à l'intérieur de mon manteau comme si c'était un diamant inestimable, le bien le plus précieux que je n'aurais jamais pu espérer posséder.
Mon pouce a hésité sur le contact d'Arnaud sur mon téléphone. Je voulais l'appeler ce même instant. Je voulais le crier à travers le combiné, partager la nouvelle avec le monde. Mais je me suis arrêté. J'ai repensé aux 2 dernières années de lutte, aux larmes silencieuses, mais surtout à la nature clinique et non romantique de notre vie sexuelle quand nous essayons de concevoir. À la façon dont le visage d'Arnaud s'assombrissait chaque mois lorsque je lui disais, le cœur lourd et brisé, « Pas cette fois-ci ». Je ne voulais pas lui annoncer une nouvelle si capitale lors d'un appel vidéo de mauvaise qualité, avec une mauvaise connexion ou par un simple message. Je ne voulais pas que ce moment soit numérique, froid, dépersonnalisé. Je voulais être dans la même pièce, qu'il le vive avec moi. Je voulais mettre les tests et l'échographie dans une boîte, les envelopper de velours, les transformer en un véritable trésor, et regarder la réalisation traverser son visage, voir ses yeux s'illuminer d'une joie inouïe. Je voulais le serrer dans mes bras pendant que nous pleurions des larmes de joie, des larmes de soulagement et d'espoir. Je voulais lui offrir le plus beau cadeau de Noël de sa vie, la concrétisation de notre amour. J'attendrai, me suis-je promis, une décision ferme prenant racine en moi. Juste quelques semaines de plus, pour que ce soit parfait, pour que le moment soit gravé dans nos mémoires. C'était une belle pensée romantique, dictée par l'amour et l'espoir. C'était aussi l'erreur fatale qui allait me coûter tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, tout ce que nous avions construit. Pendant que j'étais à Paris, nourrissant mon miracle secret comme une flamme vacillante, Arnaud, lui, était en pleine chute libre. Il était à Honfleur, pris au piège, le jouet des manipulations insidieuses de son père, Michel Beaumont. Arnaud s'était enfermé dans un silence écrasant, un repli sur soi qu'il masquait derrière des sourires forcés lors de nos appels vidéo. Mais je connaissais trop bien mon mari pour ne pas sentir l'épaisseur du désespoir derrière ses yeux, même à travers l'écran. Il était comme un puits qui se creusait jour après jour, aspirant toute lumière, toute joie qu'il pouvait avoir. La distance amplifiait mes inquiétudes. Plus je m'éloignais, plus il devenait insaisissable. L'un de nos derniers appels avant la veille de Noël avait été tendu, rempli de ce silence dont le poids m'écrasait le cœur. Il y avait des non-dits, des silences troublants, des questions que je sentais monter, mais que je n'osais pas prononcer, de peur de briser le fragile équilibre. Il m'avait dit qu'il avait mal dormi, que le travail d'inspection de la flotte Beaumont & Fils était éreintant. Mais ses yeux n'étaient pas fatigués, ils étaient effrayés. J'ai essayé de ne pas m'attarder sur ces signaux, me concentrant sur la merveilleuse nouvelle que j'allais lui apporter, pensant que cette joie dissiperait toutes les ombres. J'avais tort. Les paroles toxiques de Michel avaient déjà commencé leur œuvre de sape, creusant un fossé entre nous, créant une réalité parallèle où ma loyauté était sans cesse remise en question. Le journal intime d'Arnaud, que je découvrirai plus tard, regorgeait de fragments de conversations insidieuses avec son père, de questions sournoises sur mes absences, de remarques blessantes sur ma soif de carrière et ma supposée négligence d'Arnaud. Michel avait semé le doute, arrosé l'insécurité profonde de son fils jusqu'à la faire germer en floraison vénéneuse. Arnaud, fragilisé par sa propre image de lui-même, avait commencé à glisser vers les abîmes de la paranoïa. Il questionnait mes heures de travail, mes appels manqués, les moindres détails qui, sous le prisme de l'amour, seraient insignifiants, mais sous celui du doute, devenaient des preuves accablantes. Il avait commencé à croire que je le trompais, que j'étais devenue cette femme ambitieuse et froide que son père lui décrivait insidieusement. C'était un terreau fertile pour un complot de trahison, pour de fausses allégations, pour la destruction de notre amour. J'étais aveugle, engrossé par mon bonheur et mon secret, par l'espoir d'un avenir radieux. J'ai ignoré les signes, les appels manqués, les messages étranges. J'ai pensé que tout irait bien une fois que nous serions réunis à Noël. J'étais tellement naïve. La route était longue et sinueuse, de Paris à Honfleur, mais le temps semblait s'étirer alors que je revivais les événements récents, chaque kilomètre me ramenant à la réalité brutale découverte la veille de Noël. L'allée du manoir des Glycines,
Balayés par le vent, les sapins recouverts de neige, ressemblant à des fantômes silencieux, ce décor de conte hivernal s'était transformé en scène de cauchemar. J'étais dans l'obscurité, caché derrière ma voiture, écoutant la chute de toutes mes certitudes, écoutant le complot cynique qui se tissait contre moi. La trahison d'Arnaud m'avait transpercé comme une lame. Mais c'était la voix de Michel qui avait scellé ce destin, une voix pleine de suffisance et de contrôle. Il se délectait de sa machination, savourant chaque mot qui me dépeignait en monstre. J'avais besoin de temps, de calme, de solitude pour organiser mes pensées, pour armer ma défense. Je ne pouvais pas affronter la famille Beaumont en ce moment-là. Ils avaient l'avantage du nombre, de l'environnement, de l'avocat déjà convoqué. Entrer à ce moment-là aurait été un suicide émotionnel et une défaite assurée. Je suis resté caché, les mains froides, le cœur gelé dans ma poitrine. J'ai entendu le claquement d'une porte, le bruit des pas lourds d'Arnaud sur le perron, sûrement alerté par mon message. J'ai vu sa silhouette massive contre la lumière jaune de l'entrée, cherchant du regard ma voiture, s'étonnant de ne pas me voir. Puis, je l'ai entendu soupirer, un son de déception mêlé d'un étrange soulagement, comme s'il était à la fois impatient d'en finir et terrifié par l'affrontement. Il a marmonné quelque chose d'inaudible et est rentré. L'huissier, lui, n'est jamais venu. Mon message l'avait berné, lui donnant l'impression que j'étais une femme manipulatrice qui reculait devant la confrontation publique. C'était leur version de l'histoire, une version que je devrais démanteler pièce par pièce. J'ai attendu, blotti dans la voiture, jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent une symphonie silencieuse de l'hypocrisie. Puis, j'ai démarré le moteur, mes pneus crissant sur la neige fraîche. Il était près de 22 heures. La ville d'Honfleur était presque déserte. Les rues pavées scintillantes sous les réverbères, l'air imprégné du parfum salin de la mer et de la fumée des cheminées. J'ai cherché un petit hôtel, un refuge anonyme loin des regards curieux, loin de la famille Beaumont et de ses secrets empoisonnés. L'hôtel Saint-Pierre, avec ses murs en pierre et son ambiance discrète, m'a offert ce havre de paix inattendu dans cette nuit de chaos. Une petite chambre simple, une bouilloire électrique et une fenêtre donnant sur une ruelle calme. C'était tout ce dont j'avais besoin pour me reconstruire. J'ai posé la boîte de velours sur la table de nuit, les 3 tests de grossesse et l'échographie, symbole de mon bonheur volé. Chaque ligne rose, chaque petite image floue de ce qui était censé être notre avenir était maintenant une preuve, une arme silencieuse contre les accusations. J'ai passé la nuit à réfléchir, à élaborer ma stratégie, le cœur lourd mais l'esprit vif comme jamais. La trahison avait aiguisé mes sens, transformant ma douleur en une détermination d'acier. Il ne s'agissait plus seulement de moi, de mon honneur, mais de l'avenir de mon enfant, de cet être innocent qui grandissait en moi et que son propre père avait été prêt à renier. Il était impensable de laisser Michel et Arnaud s'en tirer avec un tel affront. Ils avaient souillé ma réputation, brisé mon mariage et tenté de me déposséder de tout ce que j'avais patiemment construit. Les accusations d'adultère, les insinuations de bâtardise, tout cela devait être réfuté et la vérité éclater au grand jour. Mon premier appel, à l'aube du jour de Noël, fut à Christine Lefebvre. Elle était une brillante avocate, une amie de longue date et surtout une femme d'une intégrité inébranlable, toujours prête à défendre la justice même face aux plus puissants. Sa voix, rauque de sommeil, a vite pris une tonalité grave et concentrée quand je lui ai raconté l'histoire. Chaque détail, chaque mot prononcé en cuisine. Je n'ai omis aucun élément. « Je veux qu'elle soit humiliée », m'avait hurlé Arnaud par délégation. Eh bien, la roue tournerait. Christine n'était pas seulement une avocate. Elle était une stratège, capable de démonter les complots les plus complexes avec une froideur déconcertante. « Éléonore, ma chérie », a-t-elle dit après un long silence de réflexion, « c'est un sale coup, mais ils ont commis une erreur monumentale en sous-estimant ton calme et ta capacité d'analyse. Nous allons les démolir, brique par brique, sur leur propre fondation. Non seulement nous allons défendre ton nom, mais nous allons aussi exposer la machination. Comment ?
La soif de vengeance et de justice me brûlait les entrailles. J'étais prête à tout, absolument tout. Pour la suspicion d'adultère, c'est simple. Nous avons tes relevés bancaires prouvant les frais de la clinique, les dates de conception médicalement établies qui correspondent à tes dernières visites à Honfleur et surtout, nous avons Olivier et Sylvie Morel, des témoins irréfutables pour ton alibi. Ils peuvent confirmer tes heures de travail et la nature professionnelle de votre relation. Leur réputation sera aussi en jeu et ils ne laisseront pas passer ça. Ils témoigneront sans hésitation. Les allégations de Michel et Arnaud s'effondreraient comme un château de cartes. Mais il y a plus, a continué Christine, sa voix se faisant plus sombre. Le contrat de mariage de la famille Beaumont, cette prétendue clause d'infidélité. Il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est trop beau pour être vrai pour Michel. Je vais demander une copie des documents originaux. Nous allons décortiquer chaque mot. Et puis, il y a la question des actifs. Michel est un requin. Je ne serais pas surprise si cette affaire de divorce cachait un motif financier plus profond, peut-être lié à l'entreprise de transport. Il ne s'agit pas seulement de toi, Éléonore. Il s'agit de pouvoir et d'argent. Christine m'a rassuré, me disant de ne rien faire, de ne rien dire d'autre à Arnaud ou à sa famille. Laisse-les mijoter dans leur certitude de victoire, m'a-t-elle conseillé. Plus ils seront confiants, plus la chute sera grande. Elle a ensuite contacté un détective privé, Marc Legrand, un spécialiste de la cyber-enquête et des fraudes financières, pour creuser les affaires de Michel et de l'entreprise Beaumont & Fils. Il fallait des preuves solides, irréfutables, pour contrer la manipulation. Mon rôle était clair, rester silencieuse, recueillir mes forces et être prête à frapper quand le moment serait venu. La veille de Noël, je n'avais fait que battre en retraite. Mais l'heure de la contre-attaque approchait. Les jours d'après Noël furent une épreuve silencieuse. J'ai appelé mes parents à Angers, leur annonçant ma grossesse, puis expliquant évasivement que j'avais besoin de prendre du recul, que le travail à Paris avait été plus épuisant que prévu. Ils étaient ravis, fous de joie à l'idée d'être grands-parents, mais une ombre planait sur ma voix, une tristesse qu'ils percevaient sans en comprendre la source. Je ne pouvais pas leur imposer ce fardeau, pas encore. Je ne pouvais pas leur dire que leur fille était en plein milieu d'une guerre. Je suis resté à Honfleur, cloîtré dans ma chambre d'hôtel, répondant uniquement aux appels de Christine et de Marc. Arnaud, de son côté, m'envoyait des messages laconiques, froids et chargés de sous-entendus culpabilisants. Il semblait jouer son rôle à la perfection, celui du mari bafoué qui attendait en patience l'heure de la vengeance. Je sentais la tension monter, l'attente grandir. Christine était méthodique, rigoureuse. Elle vérifiait chaque document, chaque clause du contrat de mariage. Marc, quant à lui, avait commencé à fouiller dans les archives financières de Beaumont & Fils, et les premiers résultats étaient troublants. Des irrégularités passées sous le tapis, des manipulations discrètes des actions, des virements suspects. Un réseau complexe et obscur se dessinait, bien au-delà de mes préoccupations initiales. Michel était bien plus retors que je ne l'avais imaginé. Les jours filaient, portant avec eux la fin des vacances de Noël. L'heure de vérité approchait. Je devais revenir au manoir des Glycines. La confrontation était inévitable, mais cette fois, ce ne serait pas un simple embouche. Cette fois, je serais prête. Non seulement j'apporterai la preuve de mon innocence, mais je dévoilerai aussi les machinations de Michel, les failles et fissures sous le vernis de cette famille apparemment parfaite. Le 3 janvier, au lieu de retourner directement à Paris pour mon travail, j'ai pris la route sinueuse vers le manoir des Glycines. La neige avait fondu, laissant place à un ciel normand, gris et lourd, qui reflétait parfaitement le poids sur mes épaules. La date de la première audience préliminaire pour notre divorce avait été fixée au début de la semaine suivante. Une accélération jugée suspecte par Christine. Elle avait insisté pour que je me rende chez les Beaumont pour une dernière tentative de conciliation familiale, un stratagème pour rassembler tout le monde et déverser la vérité sous leurs yeux, car la justice est souvent une affaire de témoignage.
Maître Dubois, l'avocat des Beaumont, avait accepté cette proposition sans se douter que c'était un piège soigneusement élaboré, une embuscade inversée. Il pensait que j'allais arriver brisée, suppliante, prête à négocier les miettes d'un accord. Il ne savait pas que j'arrivais avec une armée invisible et un plan de bataille chirurgical. J'étais vêtu d'un tailleur gris sobre, mes cheveux relevés en un chignon strict, le visage sans maquillage, un masque de pure détermination. J'avais l'air d'une professionnelle en mission, non d'une femme humiliée. Dans mon sac de travail se trouvaient 2 dossiers bien remplis, lourds de preuves accablantes, un pour ma défense, l'autre pour leur destruction. Quand je suis entré dans le salon, l'ambiance était lourde, électrique. La cheminée crépitait, mais aucune chaleur ne s'en dégageait. Michel était assis dans son fauteuil habituel, une bière à la main, le visage dur. Colette, pâle et résignée, tricotait nerveusement. Arnaud était debout près de la fenêtre, le dos tourné, l'air torturé. Sophie, ma belle-sœur, était sur le canapé avec Romain, mon beau-frère. Leurs visages étaient tendus, anticipant une confrontation. Maître Dubois était là aussi, assis avec un air de suffisance calculée, prêt à être le champion de la justice pour son clan. Juste avant mon arrivée officielle, Christine, mon avocate, et Marc, le détective, s'étaient déjà positionnés stratégiquement. Ils avaient prétexté une visite technique pour évaluer les fissures structurelles que je devais soigner pour l'entreprise familiale, les mêmes fissures que j'avais déjà soignées. Ils étaient dissimulés dans une pièce adjacente, un bureau discret, mais équipé d'un micro ambiant et d'une connexion vidéo sécurisée, prêts à intervenir au moment voulu. C'était mon avantage, mon joker. Maître Dubois m'a accueilli d'un sourire condescendant. Éléonore, nous sommes heureux que vous ayez accepté de venir. Nous espérons pouvoir résoudre cela à l'amiable dans l'intérêt de la famille. Je suis venu pour que la vérité soit dite, ai-je répondu, ma voix froide et plate, sans aucune émotion détectable. La seule chose que nous allons résoudre aujourd'hui, c'est la fin des mensonges. Arnaud s'est enfin tourné, il a croisé mon regard, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux, une fissure dans son armure de certitude. Il avait l'air épuisé, usé par les récents événements et par le poids de cette situation. Il était malheureux, et pour une fraction de seconde, mon cœur s'est serré. Mais les souvenirs des paroles prononcées la veille de Noël ont rapidement gelé toute empathie. Il m'avait condamné sans procès, et maintenant, il devrait faire face à son juge. Nous sommes tous là pour écouter, a dit Michel, son ton patriarcal habituel, essayant de reprendre le contrôle, de me faire sentir petite. Mais je crois que vous avez des explications à donner, Éléonore. Sur vos dépenses, sur vos absences, sur vos liaisons. Non, ai-je dit, le coupant net. J'ai apporté les explications, oui, mais ce n'est pas moi qui les dois, c'est vous. Je me suis avancé vers la table basse, là où Maître Dubois avait déjà étalé une copie des documents de divorce et quelques-uns de mes relevés bancaires, les fameuses preuves. J'ai sorti mon premier dossier, celui étiqueté « Ma défense ». Tous les regards se sont posés sur le dossier, l'ambiance électrique. Le silence était tendu, chargé. J'ai sorti la première feuille. C'était la confirmation de mon rendez-vous à la clinique de la Source, avec le code médical Z32. 01, encerclé en rouge. Confirmation de grossesse. Voilà vos dépenses suspectes, ai-je dit, ma voix calme, posée mais résonnant dans la pièce. Une grossesse, mon enfant, l'enfant d'Arnaud. Un murmure s'est élevé dans la pièce. Colette a laissé échapper un petit cri étouffé, ses mains serrant sa bouche. Arnaud a figé, ses yeux tombant sur le papier, puis il a levé la tête vers moi, le visage blanc comme un linge. Michel, lui, a gardé son poker face, mais ses pupilles se sont dilatées légèrement. Maître Dubois a penché la tête, un sourcil levé, mais une trace d'inquiétude a traversé son visage. Mais c'est impossible, a balbutié Colette, son visage se tordant d'émotion. Tu as dit que... Les yeux de Colette se sont tournés vers Arnaud, puis vers Michel. Elle sentait le sol se dérober sous ses pieds. Les médecins ont dit que c'était rare, a murmuré Arnaud, sa voix tremblante. Après tout ce temps, j'ai sorti la photo de l'échographie.
Un petit visage flou flottant sereinement dans le liquide amniotique, un cœur minuscule battant à toute vitesse. 8 semaines, ai-je dit. La conception remonte à mi-septembre, juste avant mon départ pour Paris. Cela réduit ma fenêtre de perfidie à une fenêtre de 72 heures. Arnaud a saisi le papier. Ses mains tremblaient si fort que le papier bruissait sous ses doigts. « Lis les dates, Arnaud », ai-je ordonné, ma voix imposant une autorité nouvelle. « Du 22 au 24 septembre », a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. « Où étions-nous le 23 septembre ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts et vitreux, son visage une fresque de confusion, de choc et d'une prise de conscience terrifiante. Le gîte à Étretat pour notre anniversaire. Exactement, ai-je dit, chacun de mes mots pesant des tonnes. Nous n'avons pas quitté ce gîte pendant 2 jours. Nous étions ensemble, intimement, exclusivement. Ce bébé est à 9000% le tien, Arnaud. C'est l'enfant pour lequel tu as prié. C'est l'enfant pour lequel tu as pleuré lorsque les traitements ont échoué. Et tu viens de passer le dernier mois à dire à ton avocat que c'était un bâtard. J'ai entendu un petit son étranglé du canapé. J'ai levé les yeux pour voir Sophie presser sa main sur sa bouche, des larmes coulant sur son visage, le spectacle trop insupportable. Romain avait l'air malade, livide de stupeur. Il nous avait envié ce miracle et maintenant il nous regardait le détruire par des mensonges. Ce n'est qu'une estimation, a balbutié Michel, bien que son visage ait perdu une partie de sa couleur rougeâtre, virant au gris pâle. Les médecins font des erreurs. Tu étais à Paris pendant des semaines. Tu passais des nuits tardives avec Morel. Nous avons les relevés de carte de crédit. Nous avons les frais. Ah oui, la preuve irréfutable, ai-je dit, le sarcasme perçant. J'ai sorti la feuille suivante du dossier. C'était un tableau que j'avais compilé, croisant chaque frais que Michel avait signalé avec mon calendrier de travail et celui d'Olivier. Voici le frais pour la clinique de la Source, ai-je dit, pointant le code Z32. 01, encerclé en rouge. Confirmation de grossesse. J'ai utilisé notre carte jointe, celle qui envoie une alerte texte à ton téléphone chaque fois que je la passe. Si je me cachais pour dissimuler un secret honteux, penses-tu vraiment que je l'aurais mise sur un compte partagé? J'ai jeté le papier. Et voici la chronologie de mes nuits tardives avec Olivier. J'ai sorti mon téléphone. Mais pourquoi ne pas laisser Olivier vous le dire lui-même? Qu'est-ce que tu fais? A demandé Maître Dubois, se redressant. J'appelle un témoin, ai-je dit. J'ai tapoté l'écran et appuyé sur le bouton du haut-parleur. L'appel vidéo s'est connecté instantanément. Les visages d'Olivier et de Sylvie ont rempli l'écran. Ils étaient assis dans leur cuisine à Paris, l'air grave. Olivier semblait sérieux. Sylvie, elle, avait l'air prête à traverser le téléphone pour étrangler quelqu'un, la fureur pure dans ses yeux. « Vous êtes sur haut-parleur », ai-je dit. « Mon mari et sa famille écoutent. »« Bonjour Arnaud », a dit Olivier. Sa voix était calme, déçue, la voix d'un professeur s'adressant à un élève qui avait triché à un examen. « Je regarde les allégations qu'Éléonore a envoyées. J'ai mes carnets de voyage ici. Pour chaque date où vous affirmez que j'étais avec votre femme le soir, j'ai un reçu de vol montrant que j'étais en l'air ou un reçu Uber montrant que j'étais chez moi en banlieue. Et que les choses soient claires, a coupé Sylvie, sa voix nette et cristalline dans le salon silencieux. Mon mari n'a jamais été infidèle en 30 ans de mariage. Le fait que vous ayez traîné son nom dans votre petite histoire sale n'est pas seulement insultant, c'est passible de poursuite. Maître Dubois a tressailli. Il savait exactement ce que ce mot signifiait. Si j'entends un autre murmure selon lequel Olivier est le père du bébé d'Éléonore, a continué Sylvie, son ton menaçant, nous déposerons une plainte en diffamation contre chaque personne présente dans cette pièce. Nous avons les ressources pour traîner cela pendant des années. Ne me mettez pas au défi. Merci, Sylvie, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était absolu. Il était lourd, suffocant. Le mensonge fondamental sur lequel Michel avait construit toute sa stratégie de divorce, était tombé en poussière, brisé par des dates, des codes médicaux et la voix en colère d'une professeure de yoga de Paris.
Arnaud fixait la photo de l'échographie dans sa main. Il ressemblait à un homme qui venait de se réveiller d'un coma pour découvrir qu'il avait incendié sa propre maison. Il a regardé l'image de son enfant, puis il m'a regardé. Ses yeux étaient remplis d'un mélange terrifiant de joie et d'horreur. Il voyait son bébé, mais il voyait aussi ce qu'il avait fait à la mère. « C'est le mien », a chuchoté Arnaud, sa voix brisée par l'émotion. Ce n'était pas une question, c'était une réalisation, une vérité qui le frappait comme un coup physique. « Oui », ai-je dit, ma voix froide. « Il l'est. Et tu allais laisser un huissier me remettre un document qu'il appelait une erreur, un bâtard. »« Je ne savais pas », a bredouillé Arnaud, regardant son père, un appel silencieux à l'aide. « Papa a dit que la preuve semblait si réelle. La preuve était réelle, ai-je dit. L'interprétation était un mensonge que tu étais trop faible pour questionner parce qu'il était plus facile de croire que j'étais une méchante que de croire que tu étais digne d'être un père. » Michel s'est levé, sa chaise a raclé bruyamment sur le parquet. « D'accord », a dit Michel, agitant la main d'un air dédaigneux, bien que ses yeux fassent le tour de la pièce comme un animal piégé. « Donc, le bébé est le tien. Bien, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Nous pouvons abandonner la clause d'infidélité. Nous pouvons déchirer la demande. Arnaud, tu vas être papa. Félicitations. » Il a tenté de sourire. C'était une grimace grotesque, un étirement de ses lèvres qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu penses que c'est tout ?» ai-je demandé, m'approchant de la table. « Tu penses que tu peux juste dire « oups » et que tout redevient normal ? Tu penses que tu peux m'accuser d'adultère ? Essayer de me priver de mes biens et m'humilier, puis simplement passer à la planification d'une fête prénatale? Nous sommes une famille, Éléonore, a dit Colette, sa voix tremblante depuis l'embrasure de la porte de la cuisine où elle planait, angoissée. Les familles pardonnent. Nous avons fait une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait, ai-je dit. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie. J'ai tendu la main vers le second dossier, celui étiqueté « Option nucléaire ». J'ai blanchi mon nom, ai-je dit à la pièce, ma voix portant l'autorité d'une reine bafouée. Le mensonge sur l'affaire est mort et enterré. Maintenant, nous allons parler de la vérité. Nous allons parler de pourquoi cela est réellement arrivé. Et je vous promets, Michel, qu'à la fin de ce dossier, vous regretterez que la seule chose dont vous ayez eu à vous soucier était une simple affaire. Tout le monde fixait le second dossier. L'atmosphère dans la pièce est passée de l'embarras à la terreur. Ils ont réalisé que la défense était terminée. L'accusation était sur le point de commencer. J'ai posé ma main sur le second dossier, la couverture lisse et froide comme la pierre tombale de leur mensonge. La pièce était silencieuse, mais c'était un silence différent maintenant. Avant, c'était le silence du jugement, de la certitude aveugle et de la supériorité des Beaumont. Maintenant, c'était le silence de la peur, de l'incertitude la plus profonde et du pressentiment d'une chute imminente. Ils savaient que j'avais la vérité de mon côté concernant ma grossesse, mais ils ne savaient pas encore à quel point la pourriture familiale était profonde, quelle était l'ampleur de la conspiration qu'ils avaient tissée. Blanchir mon nom était la partie facile, ai-je dit, mon regard s'attardant sur Arnaud. Il tenait toujours la photo de l'échographie, son pouce effleurant le papier glacé comme s'il tentait de s'excuser auprès de l'image de son enfant, un geste inconscient de remords. La partie difficile est d'expliquer comment nous en sommes arrivés là, comment un homme qui m'a aimé pendant 5 ans a pu être convaincu en moins d'1 mois que j'étais un monstre, une traîtresse infâme, capable de la pire des bassesses. J'ai ouvert le dossier, celui que j'avais étiqueté « Pression et motivation ». Arnaud ne s'est pas réveillé un jour en se disant que je le trompais, ai-je dit, ma voix portant une gravité nouvelle. Il a été conduit là, pas à pas, par sa propre insécurité, alimentée depuis son enfance. Oui, mais surtout par une voix qu'il écoute toute sa vie, une voix qui a sapé sa confiance en lui depuis qu'il est un petit garçon, une voix qui lui a volé son estime de soi. J'ai sorti les photos que j'avais prises du journal intime d'Arnaud, que j'avais récupéré discrètement de son bureau lors de ma fuite le soir de Noël. Je ne les ai pas fait circuler par respect pour l'intimité d'Arnaud, malgré sa trahison, mais je les ai tenus bien haut,
lisant à voix haute des passages choisis qui révélaient la machination familiale. J'ai gardé les détails les plus intimes privés, me concentrant sur la révélation. 14 septembre, ai-je lu, ma voix résonnant dans la pièce tendue. Papa m'a accosté près du barbecue. Il m'a demandé si Éléonore et moi allions enfin prendre au sérieux la lignée familiale. Il a dit « Au moins un de mes garçons peut performer là où ça compte. Mieux vaut vérifier ta plomberie. » Arnaud. J'ai baissé la feuille et j'ai regardé Romain, le frère d'Arnaud, assis sur le canapé. Le visage de mon beau-frère s'est effondré, la surprise et la rage s'y mêlant. Il a regardé son père, puis Arnaud, un éclair de compréhension traversant ses yeux. « Papa a dit ça », a chuchoté Romain, la voix étranglée, brisée, une déception palpable. À mon barbecue familial, Michel s'est trémoussé dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise, tentant de minimiser. Ce n'était qu'une blague, Romain, une conversation de vestiaire. Vous, les garçons, vous êtes trop sensibles, trop efféminés. Il faut être un homme. Ce n'était pas une blague pour Arnaud, ai-je dit, réfutant son mensonge d'un ton sec. Il a écrit ici, noir sur blanc. Je me suis senti de nouveau comme un enfant de 12 ans, le fils défectueux. Je voulais crier sur Éléonore de ne pas être enceinte. Je suis un incapable. Colette a laissé échapper un petit sanglot étranglé et a couvert sa bouche de sa main tremblante. Elle commençait à voir l'image complète, l'horrible vérité que son mari avait tissée pour manipuler ses propres enfants. Elle commençait à voir que le monstre dans cette histoire n'était pas l'épouse travaillant à Paris, ni moi. C'était le père, assis dans le fauteuil dont la cruauté avait détruit son propre fils de l'intérieur, le poussant vers ses sombres pensées. J'ai lu l'entrée suivante du journal intime, chaque mot une blessure. 20 octobre, si elle était enceinte de mon enfant, elle me le dirait. Si elle ne me le dit pas, cela signifie que ce n'est pas le mien. Je savais qu'elle se réveillerait un jour et réaliserait que je ne suis pas assez bien. Elle va me quitter, je le sais, je suis un échec. J'ai regardé Arnaud de nouveau, mon visage dur. « Tu te noyais », ai-je dit doucement. « Tu étais convaincu que j'allais te quitter, que notre bonheur était une illusion, parce qu'on t'a répété toute ta vie que tu n'étais pas assez bien pour garder quoi que ce soit de précieux, que tu n'étais pas digne d'amour, que tu étais un incapable. Et au lieu de te lancer une bouée de sauvetage, ton père t'a tendu une encre lestée de doute et de jalousie, une encre qui allait te faire couler à pic, te briser. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul message texte. Feu vert. Intervention immédiate. 30 secondes plus tard, la lourde porte d'entrée s'est ouverte avec un grincement sonore et théâtral qui a fait sursauter tout le monde, brisant la tension comme un coup de tonnerre. Marc Legrand, le détective privé, est entré. Il ne ressemblait pas à un détective. Il ressemblait au genre de gars discret qui répare les ordinateurs, ce qui le rendait d'autant plus terrifiant lorsqu'il a commencé à parler, ses mots tranchants, brisant toutes les illusions de simplicité et d'honnêteté. « Qui diable est-ce » a aboyé Michel, se levant brusquement de son fauteuil, son visage virant au violet de rage et d'incrédulité face à cette intrusion inattendue. « Mon nom est Marc Legrand », a dit Marc calmement, sa voix posée mais ferme, marchant vers le centre de la pièce avec une assurance inébranlable. Il a posé une tablette sur la table basse, l'écran allumé, projetant une lumière froide sur les visages pâles. « Je suis un détective privé engagé par Mademoiselle Dubois, mais je crois que nous nous sommes déjà rencontrés indirectement, Monsieur Beaumont. Vous avez embauché mon concurrent, Investigation du Phare, le 10 décembre, n'est-ce pas ?» Le visage de Michel est passé du rouge au gris malade en un instant, ses traits se contractant de panique et d'une fureur contenue. Il était piégé. « J'ai trouvé la facture », a dit Marc, tapotant l'écran de la tablette, affichant un document. « Vous avez commandé une vérification des antécédents d'Éléonore, mon client, 2 semaines avant Noël. Vous avez demandé une attention particulière aux indicateurs d'infidélité et aux actifs cachés. Vous cherchiez déjà des saletés, Monsieur Beaumont, avant même qu'Arnaud ne voie les frais de la clinique, avant même qu'il ne puisse concevoir le moindre doute. Vous avez prémédité cette destruction. Je protégeais mon fils, a crié Michel, sa voix rugissante,
tentant de se justifier. Un père a le droit de veiller sur son enfant, sur sa famille, sur ses biens. Et puis, il y a ceci, a dit Marc, le coupant net. Il a appuyé sur lecture sur la tablette. L'audio était trouble, le bruit de fond d'un bar, des verres qui s'entrechoquent et des discussions indistinctes. Mais la voix de Michel a coupé à travers le brouhaha comme une corne de brume, distincte et menaçante. Une fois que nous aurons prouvé qu'elle a trompé, elle partira sans rien. Arnaud récupère la maison, nous gardons l'entrepôt et notre nom reste intact. L'honneur d'abord, les affaires. L'enregistrement s'est terminé, laissant un silence assourdissant dans son sillage, pesant comme une dalle de marbre sur leur conscience. Maître Dubois a fermé les yeux et s'est pincé l'arête du nez, le corps figé, livide. Il savait qu'il était compromis, qu'il était complice. Il savait que c'était très, très grave. Mais je n'avais pas fini. Christine Lefebvre, mon avocate, est entrée ensuite. Le claquement de ses talons sur le parquet a résonné comme des coups de feu, marquant chaque pas avec une autorité implacable, une guerrière en costume sombre. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement marché droit vers Michel et a laissé tomber un exemplaire du contrat de mariage sur ses genoux, le document juridique source de toute cette intrigue. « Page 12 », a dit Christine, sa voix froide comme un iceberg fendant un océan. Surlignée en jaune fluo, la clause d'infidélité. Elle s'est tournée vers la pièce, son regard perçant chacun d'eux, les faisant tressaillir. Si Éléonore est reconnue coupable d'adultère, elle renonce à sa part de la maison conjugale. Elle renonce à la pension alimentaire. Mais surtout, sa participation de 10% dans Transport Beaumont & Fils revient à l'actionnaire principal, Michel Beaumont, au prix d'achat initial, des cacahuètes. Christine a regardé Romain, le visage du jeune homme pâle, pétrifié par la révélation. Votre père essaie de consolider les actions votantes depuis des mois, n'est-ce pas? La participation de 10% d'Éléonore est le vote décisif. Si elle la conserve en cas de divorce, elle pourrait la vendre à un concurrent ou elle pourrait voter contre lui. Mais si elle a trompé, Michel la récupère pour une bouchée de pain. C'est une manipulation financière. Romain s'est tourné vers son père. Son visage était livide, vidé de son sang, l'horreur gravée dans ses traits. « Papa !» a-t-il chuchoté, visiblement choqué et dégoûté. « Dis-moi que tu n'as pas fait ça, c'est abject !»« C'est des affaires, Romain !» a claqué Michel, mais sa voix s'est brisée, trahissant une faille dans son armure de glace. « C'est une obligation familiale. Elle allait toujours le quitter. Je voulais juste m'assurer que quand elle le ferait, elle n'emporterait pas un morceau de mon entreprise avec elle. Elle était une menace financière pour le patrimoine familial. Alors vous avez fabriqué un scandale, ai-je dit. J'ai sorti la dernière pièce à conviction, la plus pernicieuse de toutes. C'était une capture d'écran d'un email. 2 jours avant qu'Arnaud n'appelle Maître Dubois, ai-je dit, la tenant bien haut, l'image clignotant. Il a reçu un email anonyme. Il affirmait qu'un collègue inquiet m'avait vu quitter un bar d'hôtel avec Olivier Morel. Il nous décrivait en train de nous tenir la main. C'était la dernière poussée dont Arnaud avait besoin pour croire au mensonge, pour que son monde s'écroule de la manière que vous souhaitiez, pour qu'il me haïsse. J'ai regardé Arnaud, le poids de mes paroles s'abattant sur lui. Tu l'as cru, n'est-ce pas? Arnaud a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage, le poids de la vérité l'écrasant dans sa chaise. Il connaissait tous les détails. Il connaissait le nom de l'hôtel. C'était trop précis. Marc a retracé l'adresse IP, ai-je dit. Marc a hoché la tête, son visage impassible. Il ne venait pas d'un collègue, il ne venait pas de Paris. Il venait d'un ordinateur portable enregistré sur le réseau Wi-Fi domestique du 14, allée des Mouettes, ici même. J'ai regardé Colette maintenant pâle, incrédule, la main tremblante. « C'est cette maison, n'est-ce pas ?» Colette a laissé échapper un gémissement. Elle a regardé son mari comme s'il était un étranger, le père de ses enfants, l'homme avec qui elle avait passé une vie et qu'elle ne reconnaissait plus. « Tu l'as écrit », a-t-elle haleté, une angoisse déchirante. « Michel, tu as écrit cet email à ton propre fils pour une histoire d'argent ? Je devais le pousser !» a hurlé Michel, claquant sa bière sur la table d'appoint, le verre se fracassant. La mousse a débordé, salissant le parquet impeccable.
Il hésitait. Il pleurait à l'idée de sauver le mariage. Il avait besoin d'être un homme. Colette, il devait la lâcher avant qu'elle ne le détruise complètement, avant qu'elle ne réduise le patrimoine familial en miettes. « C'est toi qui l'as détruit !» ai-je crié. C'était la première fois que j'élevais la voix, ma propre rage, longtemps contenue, explosant enfin. Tu l'as manipulée, tu as pris son insécurité et tu l'as nourrie jusqu'à ce qu'elle le dévore vivant. Tu lui as fait croire que sa femme était une traîtresse et que son bébé était un bâtard, juste pour économiser 10% de ton foutu entreprise de transport. Pour les affaires. J'ai claqué le dernier morceau de papier sur la table. C'était le projet de plainte civile, mon coup de grâce, l'arme finale. Ceci est une plainte en diffamation, ai-je dit, ma voix tremblant de rage contenue, mais la détermination brillait dans le regard. Elle nomme Michel Beaumont, Arnaud Beaumont et Maître Dubois comme défendeurs. Elle détaille la conspiration, la fraude, la détresse émotionnelle infligée. Si je dépose ceci lundi matin, cela deviendra un dossier public. Les actionnaires le verront, la ville le verra. Tout le monde saura que le grand Michel Beaumont n'est rien d'autre qu'un vieil homme triste et manipulateur qui a essayé de piéger sa belle-fille parce qu'il était trop avare pour la traiter équitablement. Un petit homme, avide. Arnaud a regardé son père. Il a regardé l'homme qui avait été son héros, son tourmenteur, son dieu pour 32 ans. La figure imposante qu'il avait tant cherché à satisfaire, à impressionner. Il a regardé l'homme qui lui avait dit de vérifier sa plomberie, qui avait écrit un faux email pour lui briser le cœur, pour détruire tout ce qu'il chérissait. Puis il m'a regardé. Il a regardé l'échographie dans sa main, l'image de son enfant qui venait de lui être confirmée. « As-tu ne serait-ce qu'une seule fois envisagé qu'elle puisse dire la vérité ?» a demandé Arnaud, sa voix brisée, un murmure déchirant qui a coupé la tension, transperçant le silence, révélant la faille. Michel a ouvert la bouche pour parler, pour crier, pour se défendre, pour tenter de regagner son empire. Mais il a regardé le visage d'Arnaud, puis l'expression dégoûtée de Romain. Et pour la première fois de sa vie, le patriarche de la famille Beaumont n'a rien eu à dire. La couleur avait fui tous les visages dans la pièce. Ils étaient des fantômes pâles de la famille qu'ils pensaient être, des statues de cire fondant sous la chaleur des révélations insoutenables. La vérité était arrivée et elle avait rasé la maison de leurs mensonges. La bataille pour mon innocence était gagnée, mais la guerre pour mon avenir ne faisait que commencer. Le silence dans le salon des Beaumont après ma diatribe était pesant. Non plus le silence d'avant, celui du jugement et de la certitude aveugle, mais un vide glaçant laissé par l'onde de choc de la vérité. L'air semblait raréfié, chaque visage pâli, figé dans une expression de choc et de terreur, comme des statues de cire exposées à un feu trop ardent. Michel, le patriarche déchu, restait paralysé dans son fauteuil Louis XIII, ses mains serrant les restes de sa bouteille de bière fracassée, ses phalanges blanches trahissant une rage impuissante. Colette, sa femme et ma belle-mère sanglotaient en silence, la main sur la bouche, incapable de lever les yeux vers celui avec qui elle avait partagé 40 ans de sa vie, un étranger désormais. Romain, mon beau-frère, avait l'air malade, livide, fixant Arnaud, son frère, avec un mélange de pitié et de dégoût. Il voyait enfin la manipulation, l'exploitation, les humiliations que son père avait infligées à l'enfant en or, dont il avait toujours envié le statut. Arnaud, quant à lui, était la figure la plus brisée. Il se tenait près de la cheminée éteinte, l'image échographique de notre enfant tremblant dans ses mains. Sa poitrine se soulevait de hoquets que son corps refusait de laisser s'exprimer, comme si l'oxygène lui manquait. Il ressemblait à un enfant perdu, la révélation de la trahison de son père l'ayant dépouillé de toutes ses certitudes. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti la dernière enveloppe. Elle n'était pas épaisse comme les dossiers de preuve. Elle était mince, mais sa netteté, son acuité tranchaient l'air. Elle contenait un ultime choix, l'avenir, le nôtre, celui de notre enfant. L'avenir d'Arnaud. C'est ici que j'ai cessé de me défendre, ai-je dit, ma voix stable et résolue, dénuée des tremblements qui m'avaient tourmenté pendant des semaines. Et c'est ici que je commence à décider du genre de vie que mon enfant et moi allons avoir.
une vie libérée de vos manipulations et de vos sombres secrets. J'ai marché vers la table basse et j'ai placé l'enveloppe sur les documents de la plainte en diffamation comme un acte de souveraineté marquant symboliquement mon territoire. J'ai déjà demandé à Christine de déposer les documents retirant mon consentement aux conditions de divorce initial, ai-je annoncé, mon regard balayant la famille tremblante, leur visage marqué par l'angoisse. Elle prépare également une pétition indépendante qui détaille avec une précision chirurgicale toutes les fausses allégations portées contre moi, la chronologie du harcèlement et l'ingérence malveillante de Michel dans notre mariage, dans la vie d'Arnaud. Cette pétition est lourde de preuves. Elle est prête à être déposée, a ajouté Christine, sa voix froide et autoritaire, faisant un pas en avant, comme une sentinelle. Maître Dubois s'est raclé la gorge, ses yeux dardant entre moi et Christine, dont la posture restait stoïque. Et Léonore, nous pouvons sûrement gérer cela en privé. Il n'est pas nécessaire d'impliquer les tribunaux maintenant que nous connaissons la vérité, n'est-ce pas? Il tentait de sauver les meubles, de minimiser les dégâts. La vérité n'est pas une gomme, maître Dubois, ai-je dit d'un ton glacial, mon regard perçant. Elle n'efface pas le mois dernier. Elle n'efface pas le fait que vous avez aidé Michel à élaborer une stratégie pour me voler, pour me dépouiller de mes biens, pour me calomnier publiquement. Pour vous, c'était un dossier. Pour moi, c'était la destruction de ma vie. Je me suis tourné vers Arnaud, qui me regardait avec des yeux implorants. Si tu veux éviter que cette pétition et tous ces détails accablants ne deviennent un dossier public, voici mes conditions. Elles ne sont pas négociables. Pas un mot de plus. Et j'ai levé un doigt. Sa signification était limpide. Premièrement, tu retireras formellement la demande de divorce actuelle, immédiatement et sans préjudice. Ce qui signifie que tu ne pourras plus jamais déposer de plainte sur ces mêmes motifs d'infidélité. J'ai levé un deuxième doigt. Deuxièmement, tu publieras une rétractation écrite et notariée de toutes les allégations de tromperie. Tu enverras une copie à mes parents, une copie à Olivier et Sylvie Morel. Et tu leur présenteras des excuses sincères et publiques pour avoir traîné leur réputation irréprochable dans la boue de cette histoire. Je le ferai, a chuchoté Arnaud, sa voix emplie d'un nouveau respect, d'une nouvelle détermination. Je le ferai aujourd'hui même, je suis désolé. Je n'ai pas terminé, ai-je dit, ignorant ses excuses. Troisièmement, tu acceptes une transparence totale concernant ton traitement de santé mentale. Plus d'appels secrets à des applications. Plus de dissimulation de ta dépression parce que ton père pense que les sentiments sont pour les faibles et les efféminés. Tu consulteras un vrai thérapeute, en personne. Tu assisteras à tes séances et tu signeras une renonciation m'autorisant à vérifier que tu y vas réellement et que tu fais de réels progrès. Arnaud a hoché la tête, sans hésitation cette fois, comme s'il voyait enfin une issue. D'accord, oui, tout ce que tu veux. Le vieil homme m'a fusillé du regard, tentant désespérément de retrouver l'intimidation qui avait fonctionné sur tout le monde dans cette ville pendant 3 décennies. Mais elle était partie, s'était évaporée. Il avait l'air petit, insignifiant. Un roi sans couronne, son royaume en miettes. Il avait l'air d'un tyran dont l'élan avait été brisé, confronté enfin à quelqu'un qui ne succombait pas à sa force. Et pour vous, Michel, ai-je dit, ma voix s'abaissant d'une octave, rendant la menace plus intime, plus personnelle, et donc plus terrifiante. J'ai une condition spéciale. Vous ne me dictez pas mes conditions dans ma propre maison, a craché Michel. Quoique sa voix ait perdu son tonnerre habituel, son volume s'étant considérablement réduit. En fait, si, ai-je dit, mon regard soutenu, sans ciller, parce que si je ne le fais pas, les autorités de régulation de l'État s'en occuperont. Et croyez-moi, vous ne voulez pas de ça. J'ai pointé du doigt un document que Christine tenait, un rapport détaillé par Marc. Vous allez signer une déclaration reconnaissant votre rôle dans l'instrumentalisation du contrat de mariage et l'utilisation des frais de la clinique pour me frauder de ma participation à la société. Vous admettrez que vous avez fabriqué les suspicions pour forcer un divorce et consolider vos parts. Je ne signerai jamais ça, a ricané Michel, son corps agité d'une rage impuissante.
C'est un aveu de responsabilité, c'est me condamner. Si vous ne le signez pas, a intercédé Christine, sa voix coupante comme un rasoir, Éléonore déposera la plainte en diffamation lundi matin. À 9 heures, elle fera une déclaration enregistrée au journal économique local, dévoilant tous les détails scabreux. Et à midi, nous remettrons le rapport complet de Marc, incluant les emails que vous avez forgés et l'enregistrement de votre conspiration pour cacher des actifs, au conseil de réglementation qui supervise les licences de fret et de logistique dans cet état. La mâchoire de Michel est tombée, son visage se vidant de tout sang. Vous n'oseriez pas. Elle oserait absolument, a dit Christine, son regard impassible. Le rapport de Marc suggère des pratiques comptables, pour le moins intéressantes, concernant la façon dont vous évaluez les actifs de l'entreprise lors des procédures de divorce. J'imagine que le fisc trouverait cette lecture fascinante. Michel est devenu livide. La menace sur sa famille était une chose. La menace sur son empire, sur son argent, était une toute autre histoire, bien plus terrifiante pour lui. Enfin, ai-je dit, portant le dernier coup, vous vous retirerez du contrôle quotidien de Transport Beaumont & Fils. Vous confierez l'autorité opérationnelle à un gérant indépendant ou à Romain si le conseil d'administration est d'accord. Mais vous avez fini de tirer les ficelles. Le salon était mortellement silencieux. J'ai regardé Romain. Il s'est redressé, le regard passant de moi à son père, une étincelle de quelque chose de nouveau dans ses yeux. La possibilité. Je me suis tourné vers Arnaud. Il était toujours debout près de la cheminée. La distance entre nous était mesurée en mètres, mais aussi en 32 ans de conditionnement et en un Noël catastrophique. Il ne s'agit pas de me supplier de revenir, Arnaud, ai-je dit, ma voix pleine de douleur. Je ne sais pas si je te veux de retour. Tu as brisé quelque chose en moi que je ne sais pas comment réparer. Arnaud a grincé des dents, des larmes débordant de ses cils. Il s'agit de savoir si tu es capable de tenir tête à l'homme qui t'a appris à te haïr, suffisamment pour croire que je te trahirais, ai-je dit. Il s'agit de savoir si tu es un père ou juste un fils, un pantin. La pièce a retenu son souffle. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et les battements de mon propre cœur, martelant les secondes de ce moment crucial. Arnaud a regardé son père. Michel le fixait, les yeux rétrécis, lui ordonnant silencieusement de s'aligner, de défendre la famille, d'être le soldat obéissant qu'il avait toujours été, le fils soumis. « Arnaud !» a averti Michel, sa voix un grognement bas. « Réfléchis très attentivement à ce que tu vas faire ensuite. Ne me déçois pas. » Arnaud a regardé Michel, puis il a regardé l'image échographique dans sa main. Il a tracé le contour du bébé avec son pouce, un geste de tendresse infinie. Puis il a bougé. Il a fait un pas, puis un autre. Il s'est physiquement éloigné de la cheminée, loin du côté de son père, et a traversé le tapis jusqu'à se tenir devant moi. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas osé, mais il s'est tenu avec moi. « J'en ai assez, papa, » a dit Arnaud. Sa voix était douce, mais elle ne tremblait plus. J'en ai assez de te laisser dicter ma peur. J'en ai assez de te laisser me faire sentir petit pour que tu puisses te sentir grand. C'est terminé. Il m'a regardé, ses yeux bruts et implorants. Je signerai tout ce que tu veux, Éléonore. Je retirerai la plainte. J'écrirai les lettres. Je quitterai le travail si je dois le faire. Je te choisis, Éléonore. Je choisis le bébé. Je nous choisis, nous. Après tout ce que j'ai bâti pour toi, tu vas prendre le parti de la femme qui essaie de faire chanter ta propre famille, la réduire à néant. Elle dit la vérité! Arnaud a hurlé en retour, se retournant pour lui faire face. Le feu de la colère et de la justice enfin dans ses yeux. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un dans cette maison dit la vérité. Et tu es la source de tous ces mensonges. Si tu signes ces papiers, a grogné Michel, pointant un doigt tremblant vers Arnaud, le visage déformé par la rage. Tu es viré. Je te coupe les vivres. Je réécrirai mon testament ce soir. Tu ne verras pas un sou de la fortune des Beaumont. Tu ne seras rien. Tu seras un mendiant. C'était la menace suprême, l'option nucléaire que Michel avait toujours tenue au-dessus de la tête d'Arnaud, l'épée de Damoclès de sa dépendance.
Mais avant qu'Arnaud ne puisse répondre, une voix s'est élevée du canapé, calme et inattendue. « Si tu fais ça, » a dit Romain doucement. Nous nous sommes tous tournés. Romain s'est levé, sa main serrant celle de Sophie, mon beau-frère qui avait toujours été mis en concurrence avec Arnaud, un pion dans le jeu de pouvoir de Michel. Il avait l'air terrifié, mais aussi résolu, une nouvelle détermination dans ses yeux. « Si tu coupes Arnaud des vivres, » a continué Romain, sa voix gagnant en force et en assurance, « alors je suis viré aussi. Je ne dirigerai pas l'entreprise pour toi, Michel. Je ne ramènerai pas mon fils ici pour qu'il soit empoisonné par toi, par ta haine, par ton avidité. Si Arnaud s'en va, nous nous en allons tous les deux. Et je garantis que tu resteras seul, Michel. » Michel a figé. Il a regardé Romain, l'autre fils qu'il avait opposé à Arnaud pour le plaisir, pour alimenter sa propre vanité. Il a réalisé à cet instant précis qu'il avait joué sa main de manière excessive. Il pouvait perdre un fils et survivre financièrement et émotionnellement. Mais perdre les deux, rester seul dans cette grande maison avec rien d'autre que son argent, sa fierté et le silence assourdissant des regrets, c'était la fin de son empire, la fin de sa vie telle qu'il la concevait. Il s'est effondré sur sa chaise, vaincu, le roi n'ayant plus de royaume à diriger. Le système Beaumont, construit sur le mensonge et la manipulation, venait de s'effondrer comme un château de cartes. J'ai regardé Arnaud. Il regardait son frère avec un mélange de choc et de gratitude. La triangulation était brisée, le cycle toxique brisé. J'ai pris une profonde inspiration. L'air dans mes poumons semblait plus pur qu'il ne l'avait été depuis des semaines, plus léger. « Tu as les papiers, Christine ?» ai-je dit. « Oui », a-t-elle hoché la tête, un petit sourire triomphant éclairant son visage. J'ai regardé Arnaud une dernière fois, l'expression de son visage indéchiffrable. Il semblait vide d'émotion, un être nouveau à reconstituer. « Tu as beaucoup de travail à faire, Arnaud », ai-je dit. Ma voix était douce mais ferme, sans la moindre once d'hésitation. « Et tu vas le faire seul. Je retourne à Paris ce soir. Ne me suis pas. Concentre-toi sur la réparation de ta tête, sur la guérison de tes blessures invisibles. Concentre-toi sur le fait de devenir le genre d'homme qui mérite de rencontrer son enfant. Pas un fils soumis, mais un père, un homme vrai. » J'ai laissé le projet de procès sur la table basse comme une grenade dégoupillée. Un rappel qu'alors que la guerre était suspendue, l'arme restait armée, prête à exploser. J'ai fait signe à Marc et Christine. Nous nous sommes retournés et avons marché vers la porte. Colette sanglotait ouvertement maintenant, mais elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle savait que j'avais fait ce qu'elle n'aurait jamais pu faire. Elle avait vu le mal de l'homme avec qui elle avait choisi de passer sa vie. J'avais brûlé la pourriture pour sauver les fondations d'Arnaud et peut-être même les siennes. Je suis sorti sur le perron et dans l'après-midi gris et humide de Honfleur. L'air froid a frappé mon visage, vivifiant et réel, comme une résurrection. J'ai marché le long du chemin vers ma voiture, mes bottes crissant sur le gravier mouillé. Pour la première fois depuis que j'étais resté dans ce couloir, la veille de Noël, plaqué contre le mur, à écouter ma vie s'effondrer, je me suis senti légère. J'ai touché la boîte de velours dans ma poche. L'histoire n'appartenait plus à Michel, ni aux insécurités d'Arnaud. Elle m'appartenait désormais à moi et à la vie que je portais. Il était l'heure de reconstruire, de décider si je laisserais Arnaud entrer dans le prochain chapitre ou si je devrais continuer mon chemin seul. Était une décision pour un autre jour, pour un futur que je choisirais, et non qu'on m'imposerait. Mais en démarrant le moteur et en regardant le manoir des Glycines disparaître dans mon rétroviseur, je savais une chose avec certitude. J'avais marché dans le feu de l'enfer familial et j'en étais sorti, portant la seule chose qui comptait vraiment, mon enfant, mon espoir et ma liberté durement acquise. Le trajet de retour vers Paris fut différent. La neige avait laissé place à une pluie fine et persistante, typiquement parisienne, qui lavait les rues et mes pensées les plus sombres. Je me suis garé devant mon appartement temporaire, ce même lieu où j'avais découvert ma grossesse, où j'avais pleuré sur une publicité et où mon monde avait commencé à basculer. Mais cette fois, le sentiment n'était pas celui d'une femme en détresse, mais d'une survivante,
forte et résolue. La petite boîte de velours contenant les tests de grossesse et la photo de l'échographie était toujours dans ma poche, mais elle ne brûlait plus ma peau. Elle était devenue un talisman, le souvenir tangible de ma victoire. J'ai défait mon chignon strict, laissant mes cheveux tomber en cascade sur mes épaules, comme une libération. J'ai retiré mon tailleur gris, symbole de la guerrière que j'avais dû devenir, et j'ai enfilé un pull doux et confortable. J'ai allumé quelques bougies, créant une ambiance apaisante, et j'ai mis de la musique classique. Il était temps de panser les plaies, de retrouver Éléonore, la femme passionnée d'art et d'architecture, celle qui avait toujours cherché l'harmonie. J'étais seul, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une solitude synonyme de vide, mais de paix. Mon téléphone s'est allumé, un message d'Arnaud. Je l'ai lu sans hâte. Il s'excusait, prolixe, long, détaillant sa honte, sa culpabilité, son regret le plus profond. Il me disait avoir déjà contacté Maître Dubois pour retirer la demande de divorce et qu'il avait commencé à écrire la lettre d'excuse publique. Il m'informait avoir pris rendez-vous avec un thérapeute recommandé par Romain, qui lui-même avait des difficultés avec Michel depuis des années. Il disait vouloir devenir l'homme que je méritais, que notre enfant méritait. Le message se terminait par « Je t'aime, Éléonore, je vous aime. Veuillez me donner une seconde chance. J'ai tellement besoin de vous. Laissez-moi me racheter. » Je n'ai pas répondu. Pas encore. La confiance est comme un bâtiment. Elle se construit brique par brique, avec soin et diligence, et elle peut s'effondrer en un instant sous le poids des mensonges et de la lâcheté. Si lui pouvait mettre des mois à me détruire, je pourrais prendre le temps qu'il faudrait pour le reconstruire, ou pas. C'est le soir même que Romain m'a appelé. Sa voix était calme, posée. Il voulait me remercier. « Éléonore, tu n'imagines pas ce que tu as fait pour Arnaud et pour moi. Pour la première fois de notre vie, papa a été confronté à ses propres démons. Et pour Arnaud, c'est un renouveau. Tu as brisé le cycle, Éléonore. Tu lui as donné la force de se libérer. Tu nous as libérés. » Il m'a raconté comment Michel s'était muré dans un silence glacial, refusant de parler à quiconque, reclus dans son bureau au manoir. Colette, elle, était sortie de son état léthargique pour affronter son mari, une conversation houleuse qui avait résonné dans toutes les pièces de la maison. Pour Colette aussi, c'était un éveil brutal. Elle avait choisi de l'ignorer pendant des années. Elle avait fermé les yeux sur la tyrannie sournoise de Michel, sur ses manipulations. Maintenant, elle ne pouvait plus. Marc Legrand avait également envoyé son rapport détaillé aux autorités compétentes. Les pratiques comptables intéressantes de Michel étaient en cours d'examen, et cela allait lui causer de sérieux ennuis. L'empire Beaumont de Michel était menacé, non pas par un concurrent, mais par les fondations mêmes sur lesquelles il l'avait bâti. « Et toi, Romain ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu vas faire avec cette possibilité qui s'est ouverte à toi ?» « Je suis en train de parler avec le conseil d'administration, » a-t-il dit. Michel a refusé de démissionner, mais son influence est brisée. Le contrat avec le gérant indépendant est sur le point d'être signé. Et pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Libre d'être un bon père pour mon fils, libre d'être un bon mari pour Sophie, libre de prendre mes propres décisions sans l'ombre omniprésente de mon père. J'ai refusé de prendre les rênes de l'entreprise si Michel gardait une mainmise. Ce sera soit un gérant indépendant, soit une restructuration complète. Je veux travailler sur un projet de logistique verte, développer une flotte plus écologique. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais papa a toujours balayé l'idée d'un revers de main. Romain parlait avec une passion nouvelle, une étincelle dans la voix que je ne lui avais jamais connue. C'était la preuve que mon coup de massue avait eu des effets bien au-delà de mes espérances. Il y aurait un avenir pour les transports Beaumont en fils, mais ce serait un avenir différent, plus juste, plus éthique, bâti sur des bases saines. J'ai raccroché avec Romain, le cœur étrangement léger. La justice était en marche, le réalignement familial était en cours, mais mon propre chemin restait incertain, tout aussi semé d'embûches que celui de Romain. Je portais en moi une nouvelle vie, et l'idée de l'élever seul à Paris ne m'effrayait plus autant. J'étais forte,
Et cet enfant avait déjà une mère qui avait bravé une tempête pour le protéger. Les semaines suivantes furent consacrées à un minutieux travail de reconstruction, tant personnel que professionnel. Au bureau, le projet des bâtiments haussmanniens avançait à grands pas. Olivier Morel et Sylvie, toujours aussi bienveillants, m'ont apporté un soutien inestimable, me rappelant ce que la vraie famille, celle du cœur, signifie. Olivier, discrètement, a même fait allusion à une augmentation de salaire et à des opportunités de projets plus importants à l'avenir. Il m'a offert un cadre sécurisant. J'ai appris à déléguer davantage, à prendre plus de recul. J'ai fait mes propres recherches pour des thérapeutes dans Paris, consciente que je ne pouvais pas construire une vie saine pour mon enfant si je ne soignais pas mes propres blessures. Il ne s'agissait pas de retrouver le bonheur d'avant, mais de forger un nouveau bonheur plus résilient, plus authentique. Chaque semaine, j'ai reçu des nouvelles d'Arnaud par Romain. Il allait réellement en thérapie, confrontant enfin ses propres démons, sa dépression, l'emprise toxique de son père. Il avait même commencé à s'impliquer dans des associations pour pères, cherchant des modèles masculins sains, loin des valeurs archaïques de son père. Il avait écrit et publié sa rétractation, un texte sincère qui m'avait ému aux larmes. C'était une première étape, un geste puissant, mais cela ne suffisait pas encore à effacer les cicatrices. Je savais que le pardon était un long chemin, et je ne savais pas si j'étais prête à l'emprunter avec lui. Un soir, j'ai relu le dernier message d'Arnaud, son plaidoyer pour une seconde chance. J'ai regardé mon ventre, déjà légèrement arrondi, abritant notre bébé. Le choix était immense. Je pouvais choisir la sécurité, la solitude et me consacrer entièrement à cette nouvelle vie, où je pouvais risquer de nouveau mon cœur pour un homme qui venait de me briser de la manière la plus profonde, mais qui, peut-être, était enfin prêt à changer. Le vrai sacrifice serait d'abandonner mon ressentiment. Il me faudrait une preuve tangible, une action irréversible de sa part, que ce n'était pas juste des mots, mais une transformation réelle et durable. La vie à Paris avait repris son cours, un rythme effréné que j'avais appris à apprivoiser. Les chantiers se succédaient, les projets prenaient forme sous mes yeux et mon ventre s'arrondissait, marquant chaque étape de cette nouvelle aventure. Mon appartement, autrefois un cocon solitaire, était devenu un havre de paix, rempli de rires, quand Sophie et Romain venaient me rendre visite, apportant avec eux l'écho d'une famille Beaumont en pleine mutation. Romain, avec une détermination nouvelle, avait pris les rênes de Transport Beaumont & Fils, non pas en héritier soumis, mais en entrepreneur visionnaire. Il avait signé le contrat avec le gérant indépendant pour Michel et avait mis en œuvre son projet de flotte éco-responsable, une initiative audacieuse qui avait redonné un souffle nouveau à l'entreprise. Michel, quant à lui, était toujours reclus, son empire s'effritant sous le poids des enquêtes fiscales et des révélations publiques. Colette, ayant finalement ouvert les yeux sur la toxicité de son mari, avait entrepris de le laisser à son propre isolement, trouvant une nouvelle liberté dans l'engagement associatif à Honfleur. Elle avait même commencé des cours de peinture, une passion oubliée depuis des décennies. L'écho de cette transformation familiale me parvenait par bribes, par des appels de Sophie, des emails enthousiastes de Romain. Pour la première fois, la famille Beaumont semblait respirer, désintoxiquée de l'emprise de Michel. Mon propre chemin, cependant, restait balisé par l'incertitude. Arnaud continuait de m'envoyer des messages, chaque jour. Des lettres de regret, des photos de ses séances de thérapie, des progrès qu'il faisait, les découvertes sur lui-même, sur ses peurs, sur l'influence dévastatrice de son père. Il me parlait de l'importance de devenir un père présent, un homme intègre, loin du modèle qu'on lui avait imposé. Je lisais tout, mais je ne répondais rien, me protégeant. Ma carapace était solide, tissée des fils de la douleur et de la trahison. Le pardon n'était pas un mot facile à prononcer, ni une émotion facile à ressentir. Il faudrait bien plus que des mots pour effacer l'amertume qui subsistait. Un soir d'hiver, alors que les premiers flocons de neige commençaient à tomber sur les toits de Paris, mon téléphone a sonné. C'était Arnaud. J'ai hésité, puis j'ai décroché.
Sa voix était calme, posée, sans la moindre trace d'imploration. « Éléonore, a-t-il dit, je sais que tu ne me dois rien. Je sais que j'ai tout gâché, tout détruit, mais je veux que tu saches que j'ai vendu le manoir des Glycines. » Un choc m'a traversé. Le manoir, le symbole même de la puissance des Beaumont, de leur héritage et de leur manipulation. « Pourquoi ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. « Parce que c'est une prison, a-t-il répondu. Une prison où j'ai été enfermé toute ma vie, où je t'ai enfermé, où mon père a construit son empire sur nos vies. Je ne peux pas élever notre enfant dans la même ombre. Je ne veux pas que notre bébé connaisse cette lourdeur. J'ai racheté votre part, celle que mon père voulait te voler. Et j'ai utilisé le reste pour acheter une petite maison ici, à Paris. Une maison que je veux rénover moi-même, avec mes propres mains, pour notre enfant. Pas avec l'argent de mon père, mais avec le fruit de mon travail. Un nouveau départ. Une nouvelle fondation sans les fissures du passé. Il m'a envoyé des photos par message. Une petite maison en banlieue parisienne, des murs décrépits, un jardin en friche. Un projet, une promesse. « Je comprends que tu ne me feras peut-être jamais confiance à nouveau », a continué Arnaud, sa voix teintée de tristesse, mais sans amertume. « Je comprends que tu ne reviendras peut-être jamais vers moi. Mais je voulais te montrer que je suis prêt à construire un avenir différent. Un avenir où je suis un homme, un père, digne de notre enfant. Un avenir où il n'y a plus d'ombre. La maison est à mon nom. Elle est à mes seules dépenses. Sans aucune ingérence. Ce sera un foyer pour notre enfant, avec ou sans toi. Tu n'auras pas à regarder mon père, ni à subir ses reproches constants. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences précédents. Ce n'était pas le silence de la peur, ni celui de la guerre. C'était le silence de la possibilité, d'un choix qui s'offrait à moi, inattendu et bouleversant. C'était une preuve tangible, non pas des mots, mais des actes. Un homme qui vendait son héritage pour construire un foyer pour son enfant. Un homme qui confrontait ses propres démons, qui avait enfin compris le poids de la manipulation de son père. J'ai regardé les photos de la maison, une coquille vide, pleine de potentiel, et j'ai regardé mon ventre arrondi, la vie qui y grandissait. La décision était immense. Le pardon est un cadeau, non pas pour l'autre, mais pour soi-même. Il est un lâcher-prise d'une douleur qui nous ronge. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches. Mais pour la première fois, j'ai senti une pointe d'espoir renaître en moi, un espoir fragile mais réel. Je viendrai voir la maison, ai-je dit, ma voix tremblante. Ce n'était pas un oui à une réconciliation, pas encore. C'était un oui à la possibilité, à la preuve. C'était un pas vers un avenir incertain, mais que je pouvais enfin envisager avec une lueur d'optimisme. C'était un pas vers la reconstruction, brique après brique, un nouveau chantier qui s'offrait à moi. Arnaud a exprimé sa joie, retenu, ému. Il comprenait le poids de ma décision. Il savait que ce n'était qu'un début. Le lendemain, je me suis rendu à la petite maison de banlieue. Le toit était en ardoise usée, les murs fissurés et le jardin envahi par les ronces. Mais il y avait une lumière dans les yeux d'Arnaud, une détermination nouvelle alors qu'il me parlait de ses plans, de ses rêves pour cet espace. Il avait déjà commencé à arracher les mauvaises herbes, à nettoyer les débris. Il travaillait de ses mains, suant, se salissant. Il était là, présent, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai revu, l'homme que j'avais aimé, pas le pantin. Nous avons arpenté les pièces, son imagination débordant d'idées, la mienne se réveillant à son contact. Pour la première fois, nous avons parlé de l'avenir, de l'aménagement de la chambre du bébé, des couleurs. Ce n'était pas une réconciliation magique. C'était un début, fragile, mais réel. Avant de partir, j'ai posé ma main sur son bras, un geste instinctif, tendre. « Arnaud !» ai-je dit. « C'est un beau projet. Continuons à nous concentrer sur ça. Sur la maison, sur notre enfant. » Il a compris. C'était la première pierre de notre nouvelle fondation. La justice avait été faite. Maintenant, le pardon et la reconstruction l'avaient été aussi. Le dernier chapitre de notre histoire, comme le dernier coup de pinceau sur une toile achevée, n'est jamais simple.
Il est teinté de toutes les nuances qui ont précédé, un mélange complexe d'ombre et de lumière. La petite maison de banlieue parisienne que j'avais visitée avec tant d'hésitation est devenue notre chantier commun. Non pas un projet professionnel, mais un projet de vie. Arnaud y mettait tout son cœur, ses mains, son énergie. Il a continué sa thérapie avec une assiduité exemplaire, confrontant ses peurs, ses insécurités, les blessures profondes infligées par son père. Il m'envoyait régulièrement des messages décrivant ses séances, ses prises de conscience, ses moments de désespoir et ses petites victoires. Je lisais avec attention, sentant la sincérité de sa démarche. Je ne répondais pas toujours, mais je laissais de petits signes discrets qui lui signifiaient que je suivais son parcours, comme une marque de présence silencieuse. Ma propre thérapie m'a aidé à démêler la colère, la blessure, le poids de la trahison. Comprendre la complexité psychologique d'Arnaud, sa vulnérabilité face à l'emprise paternelle, a ouvert une brèche dans ma carapace, non pas pour excuser, mais pour comprendre. Le pardon est un processus, pas un événement unique. Il exige du temps, de la patience et la preuve concrète d'une transformation profonde. Nous avons passé les mois suivants à travailler sur la maison, chacun à son rythme. Arnaud s'occupait des grosses œuvres, les fondations, les murs. Moi, j'apportais mes compétences d'architecte d'intérieur, transformant des espaces bruts en un futur foyer. Ce n'était pas un lieu de rencontre romantique, mais un lieu de guérison. Nous parlions de l'enfant, des couleurs pour sa chambre, des jouets, de la vie que nous espérions lui offrir. Chaque coup de marteau, chaque couche de peinture était une brique ajoutée à notre fragile reconstruction. Michel Beaumont, le patriarche déchu, a finalement été contraint de vendre la majorité de ses parts dans Transport Beaumont & Fils, suite aux enquêtes fiscales et aux pressions du conseil d'administration. Romain, avec le gérant indépendant, a pris la direction opérationnelle, insufflant une nouvelle éthique à l'entreprise. Michel, brisé et humilié, s'est retrouvé seul au manoir des Glycines, une coquille vide de son ancienne grandeur. Colette, elle, avait trouvé un nouveau sens à sa vie, s'épanouissant dans ses cours de peinture et s'impliquant dans la communauté normande. Elle me rendait souvent visite à Paris, apportant de petits cadeaux pour le bébé, un pont silencieux entre moi et la partie saine de la famille Beaumont. L'arrivée de notre petit Louis, un garçon aux yeux noisettes comme son père et au sourire éclatant comme le mien, a été le moment le plus transformateur de notre parcours. J'ai accouché dans une clinique parisienne, entouré de mes parents et de Sophie, qui étaient venus me soutenir. Arnaud était là aussi au début, son visage pâle et tendu, débordant d'une émotion qu'il peinait à contenir. Il a tenu Louis dans ses bras, et pour la première fois, j'ai vu le père qu'il aspirait à devenir, une tendresse infinie dans ses gestes, le doute évaporé. Il a pleuré, des larmes de joie pure, des larmes de rachat. J'ai observé Arnaud avec Louis, mon cœur serré par une tendresse nouvelle, une douceur qui était absente depuis longtemps. Il a passé les premiers jours à la clinique, veillant sur nous, apprenant les premiers gestes de paternité avec une émotion palpable. Louis était son reflet, son espoir. Cet enfant né de la douleur et de la trahison était devenu le catalyseur de notre reconstruction. Le soir de notre retour à la maison, notre petite maison parisienne, je l'ai regardé, lui et notre fils, endormis dans ses bras. « Arnaud !» ai-je dit. Ma voix était douce. « Je pense que nous pouvons essayer. » Ses yeux se sont levés, remplis d'une surprise et d'une gratitude que je n'avais pas vue depuis si longtemps. « Essayer quoi ?» a-t-il chuchoté, n'osant pas espérer. « Essayer d'être une famille, une vraie, brique par brique ?» ai-je dit. Le pardon est un long chemin, Arnaud, et la confiance se gagne chaque jour. Mais pour Louis et pour nous, je suis prête à essayer. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Il n'y a pas de fin simple aux histoires humaines. Le chemin serait difficile, semé de doutes, de blessures qui refermeraient, de cicatrices qui rappelleraient le passé. Mais il y avait une lueur d'espoir, une possibilité de construire quelque chose de nouveau, de plus fort, de plus authentique sur les ruines du passé. Arnaud a hoché la tête,
des larmes coulant sur ses joues, serrant Louis dans ses bras comme le plus précieux des trésors. « Nous allons y arriver, Éléonore, a-t-il dit, sa voix forte et assurée. Je te le promets. Et c'est ainsi que notre histoire continue. Non pas comme un conte de fées avec une fin heureuse et nette, mais comme une fresque inachevée, pleine de promesses et d'incertitudes. Une histoire où la résilience, le pardon et la reconstruction sont les véritables héros, et où un petit enfant, né d'une trahison insidieuse, a offert la possibilité d'un nouveau départ. Une fin agridulce, réaliste, mais pleine de l'espoir que l'amour, même brisé, peut être reconstruit, brique après brique. C'est l'histoire de la famille Dubois-Beaumont, une histoire qui continue de s'écrire, jour après jour, avec courage et détermination. Elle prouve que même dans les recoins les plus sombres de la trahison, une lumière peut toujours émerger, surtout lorsqu'un cœur innocent en est le phare.